S'expatrier à l'international pour propulser sa carrière au niveau supérieur, un défi qui demande de l'audace mais qui est tellement enrichissant. C'est ce dont discutera notre duo de diplômés universitaires au parcours inspirant. Bienvenue à Au-delà du diplôme. Une présentation du Bureau des diplômés de l'Université du Québec à Trois-Rivières, le tout rendu possible grâce à notre partenaire TD Assurance. Originaire de Trois-Rivières, Claudia Caron a débuté sa carrière professionnelle comme journaliste à Radio-Canada puis TVA. Se succéderont ensuite plusieurs réalisations professionnelles pour lesquelles elle se verra remettre les grands honneurs. Mais Claudia rêvait de plus. En 2014, elle fait le grand saut et s'expatrie à Los Angeles pour entreprendre son MBA à la prestigieuse University of Southern California, où elle a été désignée parmi le top 100 des meilleurs finissants MBA au monde. S'en suivront un stage et un poste de gestionnaire du marketing au sein de l'équipe Barbie du géant Mattel à Los Angeles. Après LA et Hong Kong, elle brise encore les plafonds de verre en occupant aujourd'hui le poste de gestionnaire du marketing Fisher-Price, Thomas & Friends, Mega et Imaginext à Londres. Directrice de l'équipe scientifique de Lancôme International, une marque du groupe L'Oréal, Annie Black vit intensément sa passion pour la science. La Trifluvienne travaille depuis une vingtaine d'années au sein du prestigieux groupe de produits cosmétiques. En 2019, elle a été promue au poste de directrice scientifique, ce qui l'amène à œuvrer principalement avec les équipes de recherche et d'innovation sur les nouvelles technologies et les produits du futur. Son travail permet de transformer les découvertes scientifiques en produits et services originaux et à rendre ces innovations accessibles aux consommateurs. Soucieuse de promouvoir et valoriser la place des femmes en recherche et en sciences, Annie Black est aussi un exemple pour tous ceux et celles qui rêvent d'une carrière internationale. De Trois-Rivières à Paris, c'est en misant sur une formation de fine pointe et une détermination sans bornes que la scientifique s'est taillée une place au sein d'une entreprise reconnue aux quatre coins de la planète. Écoutons notre duo, une en Angleterre et l'autre en France, nous présenter leur parcours respectifs. Salut Claudia, Salut Annie, comment ça va? Je suis contente de te ça va rencontrer. très bien. Écoute, moi aussi, je suis super contente de te rencontrer. Une autre fille de Trois-Rivières, mais à l'autre bout du monde. Exact, une autre trifluvienne, ça me fait vraiment plaisir. On s'est jamais rencontrés, puis pourtant on est les deux étudiés à l'UQTR, mais c'est vraiment Ouais. super de te rencontrer aujourd'hui. Ben écoute, pareil pour moi. Dis-moi, parle-moi de ton parcours, par où t'es passé après ton départ de l'UQTR. Ben oui, certain. Moi, en fait, ma carrière a commencé en Mauricie. J'ai été journaliste pendant quelques années en Mauricie, à TVA et Radio-Canada. Puis par la suite, je suis déménagée à Québec pour travailler pour la Ville de Québec au service des communications. Mais j'avais toujours eu le rêve d'aller étudier aux États-Unis. Mais moi, j'avais déjà, j'avais mon bac de l'UQTR, une maîtrise à l'Université Laval. Je me disais, bon, j'ai tout fait ce que j'avais à faire. Donc, j'ai décidé d'aller faire pendant un été un programme d'études pour améliorer mon anglais à Harvard. C'est un programme de 12 semaines. J'ai pris des vacances du pays, de la ville pour faire ce programme-là. Puis là, ça m'a vraiment ouvert les yeux à un tas de choses et à un tas d'opportunités que je pouvais avoir, dont celle de faire une maîtrise en administration des affaires, un MBA. Donc, je suis par la suite, un an plus tard, j'ai appliqué dans plusieurs universités américaines et puis j'ai été acceptée à l'Université de Southern California. Donc, j'ai fait ma maîtrise là-bas à Los Angeles. Superbe ville, superbe température. Et puis, dans le cadre, en fait, de ma maîtrise, j'avais un stage. Et puis, mon stage, dans un MBA, là, il y a beaucoup d'entreprises qui viennent, tentent de recruter sur le campus. Et puis, la compagnie Mattel était venue sur le campus et puis je suis tombée en amour tout de suite avec la compagnie, les valeurs, qu'est-ce qu'elle faisait. Donc, voilà, j'ai appliqué et puis j'ai eu le boulot. Donc, c'était un stage entre ma première et ma deuxième année. Et puis, par la suite, après mon stage, j'ai eu l'un des meilleurs appels de ma vie qui me disait j'espère que tu as aimé ton été parce qu'on aimerait te revoir à temps plein avec une offre l'an prochain comme Associate Marketing Manager pour Barbie. Donc, Wow, c'est génial. Ouais, j'ai commencé ma carrière, donc après ça, chez Mattel pendant un an.
au marketing pour Barbie, pour l'équipe globale. Par contre, ben, il y a des visas et tout ça pour lorsque l'on est étranger aux États-Unis. Il y a toutes sortes de processus. Et puis l'un de ceux-là, ben, Mattel m'a beaucoup aidé là-dedans, mais le gouvernement américain a un quota. Donc, de combien de nouveaux visas peuvent être émis à chaque année. Donc, longue petite histoire, en fait. Je n'ai malheureusement pas été sélectionnée. C'est une sélection au hasard pour avoir un visa à ce moment-là. Et puis donc, j'ai décidé, Mattel m'a offert de déménager à Hong Kong. Donc, je suis déménagée à Hong Kong pour travailler pour l'équipe régionale Barbie pour Asie-Pacifique. Et puis, après 2 ans, ben, je me disais, bon, j'ai eu une expérience dans une équipe globale et une équipe régionale. Maintenant, j'aimerais avoir une expérience dans une équipe locale. Donc, je suis venue ici à Londres pour un voyage, pour m'amuser tout simplement. Et puis, je suis venue dans les bureaux. J'ai rencontré la directrice marketing ici. Puis, elle m'a dit, ben, justement, j'ai un poste ouvert si ça t'intéresse. Donc, voilà, 3 mois plus tard, je déménageais à Londres et maintenant, ça fait 4 mois 4 ans plutôt que je suis ici. C'est génial. Mais t'as fait le tour de la planète? Ah, ben là, en fait, quelques pays où je suis demeurée, ça c'est certain. Lequel t'as Euh, préféré Ça, c'est une question difficile. Ben, le et Canada, c'est la pourquoi? famille, hein, évidemment. Le Ouais. Canada, c'est la famille, ça, c'est sûr. Mais pour les autres, je dirais que je les aime tous de façon égale, mais pour des façons très différentes. C'est pas une réponse politique, là, c'est vraiment vrai. Los Angeles, c'était bien sûr la température toujours parfaite, vraiment une vie, presque une vie parfaite, là, finalement, comme on peut dire. À Hong Kong, là, c'était toutes les opportunités. Je pouvais voyager partout en Asie pendant que j'étais là-bas, rencontrer des gens de différentes cultures. Et puis ici, ben, je demeure dans le centre de Londres, tout près de Hyde Park, à 1 minute de marche. C'est superbe, la culture. Je peux voyager en Europe. Donc, vraiment, là, c'est dur de choisir quel est mon endroit préféré. Et puis, dis-moi, c'est quoi ton travail au jour le jour? Mon travail au jour le jour, donc moi, je suis gestionnaire de marque pour nos marques des jouets de 0 à 5 ans, pour les enfants de 0 à 5 ans. Donc, ce sont des marques comme Fisher-Price, Thomas le Petit Train, les Blocs Méga. Et puis, en marketing, en fait, ben, on parle souvent des 4 P du marketing, mais ça décrit vraiment bien ce que je fais, en fait, parce que les 4 P, bon, c'est la politique du prix, le produit, la promotion et en anglais place, qui est la distribution du produit finalement. Donc moi, toutes ces choses-là, je fais ça un peu au quotidien. Donc, travailler avec l'équipe des finances pour décider du prix du produit. Les produits, travailler avec l'équipe globale pour les aider dans le développement des nouveaux produits. Qu'est-ce que les gens en Angleterre et au Royaume-Uni aiment? Quel genre de jouets ils ont besoin? Qu'est-ce qui est populaire en ce moment? Et après ça, ben, sélectionner quels produits on va vendre ici. On fait des présentations à différents clients, donc une base très C'est fréquente. intéressant, ça. Ouais. Est-ce que tu as vu une différence, par exemple, au niveau des jouets ou des habitudes de jeu des enfants entre les différents pays dans lesquels tu as pu habiter? Oui, il y a beaucoup. En fait, je dirais qu'il y a probablement une différence plus des parents au départ qui vont choisir probablement les jouets parce que les enfants, quand ils naissent, ils veulent jouer, ils sont Mm. heureux. Et après ça, c'est sûr qu'ils sont influencés par c'est quoi l'émission de télé la plus populaire. Euh, dans certains pays aussi, bon, il y a des activités extérieures plus que d'autres dans des pays nordiques où c'est plus froid. Donc, il y a plus de... Donc, c'est sûr qu'il y a des différences, mais je pense que le cœur des enfants eux-mêmes, là, c'est de s'amuser, c'est le bonheur, puis c'est de profiter du bon moment avec le frère, la sœur. Ça, c'est universel partout. Tu parlais de Barbie tout à l'heure. C'est vrai que Oui, cette année, on a eu une actualité Barbie hyper intéressante avec un super beau film et puis je trouve des prises de parole intéressantes aussi sur la place de la femme, la représentation de la femme. Donc, comment tu la vois, toi, Barbie, toi qui fais partie du groupe pour lequel c'est un jouet quand même qui est assez iconique?
Ah, Barbie, elle m'inspire. Vraiment, là, donc maintenant, même si je suis plus directement pour la marque Barbie, c'est partout au bureau et puis j'ai travaillé sur la marque là, pendant plus de 3 ans. Vraiment, elle m'inspire parce que elle a eu des tonnes de carrière. Elle a une équipe qui vraiment prend ça vraiment à cœur. Je parle d'elle comme si c'était une personne, hein, mais euh, vraiment, l'équipe veut vraiment le bien des jeunes filles dans le monde. Donc, elle m'inspire beaucoup. Elle a eu un vlog, Barbie, donc Barbie vlogueuse. Et il y a même un vlog qui est son premier qui me marque encore et qui m'a encore appris des choses. C'était que les filles et les femmes souvent disent trop souvent sorry. Et je pense qu'on s'excuse pour des choses parfois si on rencontre quelqu'un là, dans le métro et puis il nous accroche, on dit sorry nous-mêmes. Et puis, mais Barbie m'a donné des trucs pour arrêter de dire sorry et dire plutôt that's alright. Et quand j'envoie un email et que ça a pris beaucoup de temps, au lieu de dire sorry for the delay, pardon du retard, je dis maintenant merci de votre patience. Et ça, c'est Barbie dans le vlog qui me l'a appris. Donc vraiment, c'est une inspiration, Barbie, pour moi. Ben écoute, pour moi aussi, parce que quand je vais C'est vrai? apparaître des Barbie scientifiques, des Barbie dans l'informatique, Barbie dans l'espace, je trouve que c'est une belle façon de montrer que les femmes peuvent faire plein de choses différentes et avoir des carrières multiples aussi. C'est Donc, vrai super parce que inspirant. ça montre aussi les possibilités, parce que si les jeunes filles ne voient pas de femmes et de vraies héroïnes avoir ce rôle-là, puis tu le sais très bien aussi dans la science ou dans les carrières en STEM, sciences, technologies et tout ça, quand les jeunes filles voient une vraie role model, une vraie personne, une vraie femme qui a accompli toutes ces choses-là, ben, elles se disent, moi aussi, je suis capable finalement. Donc, c'est vraiment inspirant. Parfait. Donc maintenant, Annie, raconte-moi, toi, ton parcours. Qu'est-ce qui s'est passé depuis l'UQTR dans ta vie? Ah là là. Écoute, déjà, c'est l'UQTR qui m'a envoyée en France pour la première fois. Euh, Eh bien, Moi, j'ai fait un bac en biologie médicale et puis à la fin du bac, donc la dernière session, c'est un stage à l'étranger. Il y avait plein de propositions de stages et puis en fait, c'est comme ça que je suis venue en France pour la première fois, faire un stage de recherche. Et puis c'est vrai que ben de fil en aiguille, donc je suis restée quelques mois pour faire mon stage. J'en ai profité évidemment pour voyager, découvrir la France. Et puis après, donc je suis revenue à Trois-Rivières et puis j'avais envie de continuer parce que mon stage m'a fait découvrir la recherche. Euh, et c'est vrai que j'étais curieuse, j'avais envie d'en savoir plus. Donc, j'ai poursuivi avec une maîtrise à l'Université Laval. Et puis, à la fin de ma maîtrise, j'ai eu l'opportunité d'avoir un autre stage en France. Donc, je suis revenue en France dans un autre endroit, donc à Lyon. Mon stage devait être pour 3 mois. J'ai adoré mon expérience là-bas. Puis je suis bon, je vais prendre un visa pour 6 mois. Donc, comme ça, je vais pouvoir voyager un peu après, puis profiter de la France, visiter d'autres coins que je n'avais pas vus. Et finalement, ben, je suis restée 6 mois dans le laboratoire. wow. J'ai étendu un peu mon stage parce que j'étais passionnée par ce sujet. Et puis à la fin de mon stage, donc la directrice du labo m'a demandé si je voulais faire mon doctorat avec elle. Donc, en fait, j'ai poursuivi directement après mon stage de fin de maîtrise, donc au doctorat, et puis un doctorat en co-tutelle entre l'Université Laval et puis l'Université Claude Bernard à Lyon. Et le sujet de mon doctorat est important parce que c'est un peu ça qui m'a aidé un peu à démarrer ma carrière, qui même aujourd'hui m'influence encore beaucoup. C'est la reconstruction de tissus, et notamment la reconstruction de la peau et puis les traitements pour les grands brûlés. Donc, j'ai fait ma thèse là-dessus. Ça m'a permis de bien connaître la peau, développer des modèles de peau artificielle avec différents types de cellules pour mimer un peu toutes les fonctions qu'on a dans la peau. C'est vrai que la peau, on l'imagine, bon, c'est juste la surface, c'est une enveloppe, mais en fait, c'est un Oui. organe à part entière. Donc, j'ai fait ça. Et puis après, donc j'ai travaillé dans une start-up française, toujours pour faire de la reconstruction de tissus, mais cette fois-ci dans le domaine dentaire. Donc, on se dit, mais quel est le lien entre la peau et les dents? Il n'y en a pas. C'est le point commun, c'est de reconstruire des tissus et puis un peu jouer avec des cellules et puis essayer de reconstruire des nouveaux tissus. Donc, j'ai fait ça pendant 4 ans. Et puis après,
j'ai été recrutée par le groupe L'Oréal pour travailler au sein de la recherche avancée et puis développer des modèles de peau pour mieux comprendre la biologie de la peau en vue de développer des molécules, des actifs et puis ensuite des produits cosmétiques. Des modèles pour évaluer aussi l'efficacité et la safety de tous nos produits. Donc, j'ai fait ça pendant à peu près une dizaine d'années. Et puis après, donc, au moment de partir en congé de maternité, je dis, bon, je pense que j'ai envie de faire autre chose. Oui. Euh, donc, je suis partie en congé de maternité, puis au lieu de revenir dans mon laboratoire, je suis revenue à la Fondation L'Oréal, où je me suis occupée du programme L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science. Donc, j'ai fait ça pendant 5 ans, donc 5 années assez extraordinaires. Et après, donc, j'avoue, la science me manquait un peu. Euh, donc, je dis, mais comment revenir à la science maintenant que je suis sortie du laboratoire et tout? Et on m'a proposé de prendre la direction scientifique de la marque Lancôme. Ouais. Et c'est vrai que Lancôme, c'est une super marque parce que justement, il y a beaucoup de science. Donc, c'est comme ça que j'ai pu revenir à la science, refaire un petit peu de recherche aussi avec des partenaires à l'extérieur. Et puis ben, me voilà. Donc, j'ai l'impression d'avoir déjà eu plusieurs carrières très, Dans très ta différentes. carrière. C'est drôle, c'est Mais, exactement ce que j'allais dire. C'est plusieurs carrières dans une carrière déjà, mais c'est tellement passionnant, là, je pourrais en entendre mais parler pendant je vais des dire, heures. c'est ça que je trouve le fun aussi, c'est que j'ai pu faire des choses très différentes. Et c'est vrai que je me souviens, au moment où je sortais de l'UQTR, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Et puis, j'avais du mal à me projeter dans une carrière. C'est vrai que ben, quand je regardais mes parents, mon entourage, souvent les gens faisaient des longues carrières, passaient beaucoup de temps dans une même entreprise, à faire quelque chose même s'il y avait une certaine évolution, mais qui était assez semblable. Puis c'est vrai que moi, Ouais, j'ai toujours aimé le changement. Et puis c'est vrai que la science, ça m'a apporté ça. Euh, Ces possibilités d'en regarder différentes facettes, que ce soit la oui. partie plutôt recherche, la partie philanthropie, mécénat avec la fondation, et puis aujourd'hui, la partie plus communication scientifique et aussi ce petit retour à la recherche. Donc ça permet d'avoir un, un travail qui est hyper varié puis qui change tout le temps, ce qui est quelque chose Ouais, que, en fait, que j'adore. ouais, je suis d'accord. Même chose pour moi. On sait jamais parce que même j'allais te demander la question, mais c'est quoi une journée type dans la vie de Annie au travail? Mais je suis sûre qu'il n'y en a pas une journée type, hein. Ça change tout le temps, mais euh, Écoute, c'est pas facile de répondre à cette question-là parce que mes journées ou le contenu de mes journées change beaucoup. C'est vrai que je peux passer une journée en réunion avec des marketeurs, des communicants, des chercheurs, des gens d'éducation. Euh, donc j'ai la chance de pouvoir travailler avec des gens de plein de métiers différents. Une autre journée, je peux avoir une paire de bottes en caoutchouc, en imperméable, puis je vais me promener dans les champs de roses pour discuter avec des wow. agronomes, des agriculteurs, donc ils vont cultiver des roses pour la marque. Une autre journée, je vais passer une journée dans un laboratoire où je vais discuter avec des gens qui développent les formules pour échanger avec eux sur ben, quels sont les actifs, les ingrédients qu'on peut mettre dedans, qu'est-ce que ça change quand on joue un peu avec des gélifiants, avec des agents de texture, à quoi ça sert, pourquoi, comment. Donc, c'est très varié, puis c'est ça qui fait que mon job est pourquoi j'adore ça autant, je pense. C'est vraiment excitant. Imagine dans les champs de roses et tout ça pour voir le wow. C'est C'est hyper varié, mais le point commun dans tout ça, ça reste la science. ouais, tout à fait. Il y a toujours un filon directeur. Puis je pense que moi aussi, le marketing, ça va toujours rester ce filon-là. Mais on parlait aussi de la présence des femmes. Je pense aussi que tu es, bien impliqué dans ça pour t'assurer là, qu'il y a une relève aussi, puis qu'il y a des femmes dans Ouais. le domaine de la science. C'est un sujet qui me tient énormément à cœur, de par mon passage à la Fondation L'Oréal, mais aussi du fait que je suis aussi une femme scientifique et j'ai vu aussi autour de moi plein de femmes qui réussissaient, qui avaient des super beaux parcours de carrière, et puis d'autres pour lesquelles c'était aussi plus difficile. Euh,
et c'est vrai que autant il y a certains domaines scientifiques comme les sciences de la santé, la biochimie, les disciplines proches de la médecine ou de la pharmacie, où on a beaucoup plus de femmes et on est quasiment à parité. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres domaines comme les mathématiques, la physique, certains programmes d'ingénierie, de l'informatique, où en fait il y a très très peu de femmes. Et c'est vrai qu'on s'interroge parce que quand même, c'est la moitié de la population. On est différents, on apporte des choses différentes, et puis tout est toujours mieux dans l'égalité. Mais Oui, pour arriver à cette égalité, il faut qu'on pousse, il faut on bouscule un peu les lignes, et puis surtout, je pense qu'il faut qu'on encourage les jeunes filles. Euh, Parce que quand tu n'as pas de rôle modèle ou tu n'as pas quelqu'un qui peut te montrer ben, que c'est possible de faire ce genre de travail-là, qu'en tant que femme, tu peux t'épanouir, que tu peux avoir du plaisir à travailler, que tu peux aussi concilier une vie de famille et une vie professionnelle, c'est difficile de se projeter. Puis quand c'est difficile de se projeter, ben, on a du mal à aller vers ces filiales-là. Donc c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps à la Fondation aussi à pousser ces sujets-là, à encourager aussi d'autres femmes scientifiques à prendre la parole, à s'exprimer, à parler de leur parcours, pour montrer aux jeunes filles que c'est possible. Et puis même encore aujourd'hui, donc je fais autre chose maintenant, mais je continue aussi de rencontrer des jeunes femmes, des jeunes étudiantes pour expliquer mon parcours, montrer aussi que c'est possible, qu'on peut faire des choses intéressante et qu'on peut avoir une vie équilibrée, pleine de bonheur et qu'il n'y a pas que des stéréotypes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de stéréotypes sur les femmes scientifiques. Déjà, ils ont des lunettes. Oui, c'est vrai, j'ai des lunettes. Mais on peut être scientifique, faire de la recherche de pointe au plus haut niveau mondial et avoir une vie sociale, avoir une vie de famille et faire plein de choses. Et je pense que toi, ton parcours aussi le montre. je- À partir du moment où on a envie de faire quelque chose, des fois, il faut juste prendre un petit peu de risque, il faut y aller, il faut se donner une chance, il faut tenter. Euh, ouais. et c'est vrai que parfois on dit, ah, mais on a peur de se lancer parce qu'on dit, ah, ben, j'ai peur de me planter, j'ai peur de faire une erreur. Mais en fait, on apprend de nos erreurs. Et puis c'est comme ça Tout qu'on à avance. fait. Et, On est oui, capable de le faire. oui, Oui, on peut tout faire. Wow! Comment ne pas être inspiré par les parcours de ces deux femmes extraordinaires? Prenons une courte pause pour une capsule de notre partenaire TD Assurance sur ce que vous devez savoir sur l'assurance maison vacante et au retour, on en apprend plus sur la vie d'expatriés avec Claudia Caron et Annie Black. Allez-vous dans un autre pays pendant quelques mois? Avez-vous acheté votre premier immeuble de placement? Selon votre situation, vous pourriez devoir songer à souscrire une assurance maison vacante afin de profiter d'une couverture pour certains types de sinistres. TD Assurance partage en quoi consiste cette assurance et quand vous pourriez en avoir besoin. Qu'est-ce que l'assurance maison vacante et qu'est-ce qui est considéré comme une maison vacante? Comme les maisons vacantes peuvent présenter des risques accrus comme le vandalisme, vous devrez songer à souscrire une assurance maison vacante pour protéger votre propriété. Celle-ci peut comporter des frais supplémentaires et des limites de couverture. Votre assureur sera en mesure de déterminer les conditions d'assurabilité en fonction de votre situation, par exemple durée durant laquelle votre propriété demeure vacante ou les directives de votre assureur, votre propriété pourrait même devenir inadmissible à l'assurance. Pour votre assureur, une maison vacante pourrait désigner une propriété qui n'est plus habitée ou qui vous appartient, mais où vous n'avez pas prévu d'habiter. Une propriété qui restera inhabitée pendant une période prolongée. Pour tout savoir sur ce type d'assurance, composez le 1-866-293-9730 ou visitez le www.tdassurance.com/UQTR. De retour au balado Au-delà du diplôme avec Claudia Caron, gestionnaire marketing chez Mattel, et Annie Black, directrice scientifique de Lancôme International. Deux femmes inspirantes qui ont eu le courage de sortir de leur zone de confort pour aller plus loin. Claudia, je me demandais, tu as voyagé beaucoup, tu as vécu dans plein de pays différents. Euh, c'est quoi les clés pour toi, ou quelles ont été les clés pour toi
pour bien t'intégrer dans tous ces différents pays, différentes villes? Hmm. Premièrement, je pense qu'il faut être ouvert d'esprit, ça c'est sûr. Ouvert d'esprit à des choses qui sont différentes, à des choses qui vont nous sortir peut-être de notre zone de confort. Puis après ça, la deuxième clé, c'est vraiment de foncer, d'avoir de l'audace, de ne pas avoir peur, de rencontrer des gens, de sortir dans des endroits où est-ce qu'on a des possibilités de rencontrer des gens aussi. Quand au bureau, après le bureau, il y a un 5 à 7, absolument, il faut y aller. Parfois, on est fatigué, mais donc vraiment, là, c'est de se pousser à faire des choses, à socialiser, à rencontrer des gens. Et puis, c'est ça. Je pense que c'est la meilleure façon là, de s'intégrer. Mais je dois avouer que je trouve pas beaucoup de Québécois ici à Londres et ça me manque Hmm. parfois pour parler des souvenirs et tout Mais ça. je veux dire, Euh, moi aussi, j'ai peu de contact avec des Québécois. J'avoue que je les cherche. Donc là, j'en ai ouais, trouvé moi aussi. quelques-uns dans le groupe. Et puis c'est vrai que moi, ça fait très longtemps que je suis partie du Québec. Ça fait, my Ouais, God, va faire plus de 25 ans. Mais pour moi, c'est important de garder le lien avec le Québec, garder le lien aussi avec ma culture. Et puis c'est vrai que de temps en temps, j'organise des déjeuners où on se dit, bon, ouais, ben, on se regroupe, les Canadiens, ensemble, on se fait un déjeuner, on discute, on parle du pays, de plein de choses. Puis c'est vrai que ça, quand ça arrive, parfois, j'ai un peu le mal du pays. Et puis surtout dans la période COVID où pendant plusieurs années, moi, j'ai pas pu voyager. Ça faisait du bien aussi de retrouver des gens. J'ai retrouvé des Québécois aussi, avec qui c'est toujours très drôle de discuter. Parce qu'en étant en France depuis très longtemps, quand je parle avec des Français, j'ai perdu mon accent. Donc, je ah parle oui. avec un accent français. Mais quand je retrouve des Québécois, mon accent québécois revient. Donc, tu vois, je discute avec toi, je retrouve mon accent québécois. Donc, c'est J'adore. très drôle. C'est très drôle aussi quand je suis ici au bureau, puis je retrouve des collègues de Montréal, puis mon accent, il revient. Mais Elle revient. c'est vrai que c'est pas toujours facile de s'intégrer à l'étranger. Et puis, ben, comme toi, moi aussi, quand je suis arrivée au début, je dis, bon, j'étais toute seule. Ouais, Et puis tu dis, bon, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est vrai que moi, le milieu étudiant aussi m'a aidé à me faire des copains de- parce que je croisais d'autres étudiants ou d'autres stagiaires comme moi. Et puis après, ben, de fil en aiguille, ben, tu rencontres quelqu'un et puis tu fais rentrer quelqu'un d'autre. Et puis, je me suis vite créé un cercle d'amis autour de moi. Et puis, c'est vrai que c'est important parce que même si aujourd'hui on prend l'avion très facilement, c'est quand même 6 heures d'avion entre la France et puis le Québec. Donc, ouais, c'est important aussi je pense, de créer aussi un genre en anglais, mais un support system. Donc, ouais, avoir du ouais. soutien aussi autour de soi, surtout quand on part à l'étranger comme ça tout seul. Euh, Les amis et deviennent la famille, finalement. Ouais, 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 c'est très juste. Ça, c'est vrai que moi, j'ai des amis en France aujourd'hui de qui je suis très, très proche. Et c'est vrai, ben, des fois, quand on fait des choses, ben, c'est des gens vers qui on va plus facilement aussi parce qu'il y a cette proximité. C'est vrai que je pense avec maintenant les Zoom, Teams Mm. et toutes les plateformes vidéo de communication qu'on a, c'est plus facile aujourd'hui de communiquer avec ma Tellement. famille. Et puis, je dirais heureusement, parce que moi, j'ai des enfants qui grandissent très vite et ça permet aussi d'avoir maintenant cette proximité au travers de la vidéo qui est super importante. Et puis, pour en venir à ce que tu dis aussi au début, pour moi aussi, je pense que c'est important d'oser. Oser, ouais. Et puis aussi, être capable de s'adapter. Je pense que l'adaptabilité, c'est quelque chose qui est hyper important. Euh, Oui, Parce que quand on change d'endroit, c'est une nouvelle culture, c'est une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de vivre. Donc, il faut être capable de s'adapter, il faut être ouvert, réceptif aussi à tout ça, avoir envie de découvrir. Euh, ouais. et puis, c'est ça qui fait que ben, on est heureux aussi quand on change d'endroit et puis on s'installe ailleurs. Ah ouais, vraiment, ça nous fait découvrir plein de choses que jamais j'aurais pensé faire, essayer de rencontrer des gens et tout ça. Puis c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent souvent quel a été
ton plus gros choc culturel dans ce que c'est de déménager? Et la plupart des gens pensent que c'est quand je suis déménagée à Hong Kong, mais c'est pas le cas, en fait, parce que Hong Kong, c'était tellement une ville cosmopolite. Il y a des International. gens de partout dans le monde, Ouais. qu'il y a beaucoup d'expats. Donc, les cultures se mêlent. Et puis, tandis que quand je suis arrivée ici, ben là, en fait, je connaissais pas beaucoup la culture anglaise comme je le croyais. Tu sais, je pensais que ça serait beaucoup plus similaire à la culture américaine, mais non, ils ont une culture très forte et très belle ici, mais avec les sports totalement différents, la musique, combien de hits que tout le monde ici connaît. Moi, j'ai jamais entendu de ma vie. Les célébrités, tout ça. Donc, c'était vraiment différent. Donc, j'ai dû m'adapter. Toi, as-tu des chocs culturels que tu as eu il y a 25 ans Euh, ou encore aujourd'hui? ouais, écoute, c'est plein de petites choses, plein de petites choses. Euh, les Français sont des gens qui sont extraordinaires, qui, aux premiers abords, peuvent paraître froids. C'est vrai qu'au début, on m'aurait dit, oh, tu vas t'installer à Lyon, c'est très froid, c'est très fermé, c'est difficile pour des étrangers de se connecter avec les gens là-bas. Et puis en fait, moi, j'ai pas du tout. Hmm. Euh, euh, les relations en France prennent un petit peu plus de temps à se construire, mais sans qu'on sont construites, elles sont hyper solides. Ouais, Pour moi, ça, c'était je dirais une très belle découverte. Après, des choses qui m'ont un peu surpris, euh, c'est des petites choses, mais c'est le mode de vie. C'est vrai que au Québec, tu commences à travailler vers 8h, 9h le matin, tu finis à 5, 6h le soir. Après, bon, ça dépend du type de travail qu'on a, mais grosso modo, c'est à peu près ça. ouais, Ici, c'est vrai que les journées sont beaucoup plus longues. Les pauses déjeuner, le midi, sont beaucoup plus longues aussi. Les repas sont pas pareils. C'est un gros repas le midi, un plus petit repas le soir, alors qu'au Québec, des fois, c'est le contraire. ouais, ouais. Donc, il y a plein de petits éléments, petites habitudes culturelles comme ça, ouais, qui m'ont surpris, mais qui font partie, je dirais, de la beauté aussi de vivre à l'étranger, de pouvoir découvrir toutes ces choses-là. On dirait même parfois aussi, je sais pas si c'est la même chose pour toi, mais on les oublie, tous ces petits chocs culturels-là qu'on a eu, parce que parfois, là, il y a des gens qui me posent la question, et puis je me dis, ben non, il n'y a rien de surprenant. Et puis là, ils réalisent des choses, disons, s'ils viennent me visiter et tout ça, et puis ils disent, mais ça, c'est incroyable, comme c'est différent. Puis je me dis, ah ben c'est vrai, moi aussi, ça m'a surpris un peu au début, mais là, c'est rendu le normal, là, tu sais. Donc, Ouais. on s'habitue vraiment à tout, c'est ça, tu Ouais, sais. ouais, puis on s'adapte. Et puis c'est vrai qu'aussi On s'adapte. le fait de pouvoir travailler dans des grands groupes internationaux, comme on le fait toutes les deux, ça a aussi des avantages parce que ça nous ouvre aussi vers plein d'autres personnes. C'est vrai que moi, je regarde ici, j'ai des gens dans mon entourage qui viennent de partout dans le monde, qui viennent de Ouais. Chine, qui viennent d'Inde, qui viennent des États-Unis, qui viennent du Brésil, d'autres pays européens. Et puis c'est vrai aussi que c'est hyper riche de pouvoir rencontrer toutes ces personnes-là et puis de découvrir aussi leur culture qui peuvent être Ouais, différentes. ouais, Donc, ouais, je me demandais aussi, donc, toi aussi, tu es dans un gros groupe international. ouais. Euh, comment comment est-ce que tu vis un peu je dirais le succès, le fait aussi d'avancer dans ta carrière? Tu as eu des super beaux postes, des postes importants. Donc, comment tu vis ça, toi, comme femme? Est-ce que tu as eu déjà des freins ou des choses comme ça liées aussi au fait que tu sois une femme? Ben, je pense, tu vois, ben, ça me rend vraiment fière, le parcours, là, le parcours que j'ai fait jusqu'à maintenant. Puis je dirais que Mattel, c'est une entreprise, une grande multinationale, mais avec vraiment des valeurs proches de ses employés. Puis, tu sais, qui m'ont aidé du départ de ma carrière à me supporter pour que je déménage à Hong Kong et tout ça, à un niveau quand même relativement junior à ce moment-là. Donc, vraiment, là, j'ai été super supportée. Récemment, ils ont contribué à m'envoyer dans une formation avec l'Université d'Oxford pour avoir plus de femmes dans le management, donc un leadership training pour les Ah, c'est femmes, génial, ça. s'assurer qu'il y a de la diversité dans les positions. Puis je vois vraiment mon futur ici, là, donc je me sens vraiment, vraiment supportée.
Donc, c'est super. C'est vrai que c'est important aussi. Puis je parlais surtout des femmes scientifiques tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de grands groupes internationaux où on a encore du mal à trouver des femmes dans les positions de top management, dans les Ouais, comités exécutifs, même si donc en France, on a la chance qu'il y ait une réglementation qui est passée et on voit de plus en plus de femmes intégrer les COMEX. Il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. Et puis même quand on regarde tu vois, des grands groupes, donc en France du CAC 40 ou des grands groupes américains aussi, il y en a toujours pas beaucoup des femmes qui sont à la tête de grandes entreprises. Puis je trouve ça important aussi quand il y en a, de pouvoir les montrer, de montrer aussi aux jeunes filles que c'est possible et qu'on peut aussi gravir les échelons dans une entreprise. ouais. Ben, moi, ça m'inspire en tout cas, ton histoire beaucoup, puis de rencontrer une trifluvienne comme ça, avec une carrière comme ça, c'est vraiment inspirant pour moi. Ben écoute, toi aussi, tu m'inspires. Annie, est-ce que ça te manque le temps à l'université? Ah, j'ai tellement des bons souvenirs, moi, de l'UQTR. Ouais. C'est drôle parce que je suis arrivée à l'UQTR parce que j'avais du mal à trouver mon chemin professionnel. J'avais fait une année à l'Université de Montréal dans un programme, en fait, où je me voyais pas faire un bac là-dedans. Et puis, je me souviens quand je suis arrivée, le directeur de programme à l'époque, elle dit, mais vous aviez déjà appliqué, pourquoi vous n'êtes pas venu? Et en fait, il a pris le temps de me poser des questions. Donc, pourquoi j'étais pas venue? Euh, Pourquoi j'étais allée dans une autre université pour faire un autre programme? Pourquoi je euh, revenais? Il s'était vraiment intéressé à mon cas. Ah, Et c'est vrai que ça m'a fait du bien d'arriver dans une université qui était plus à taille humaine. oui. Euh, L'université m'a donné plein de super belles opportunités. J'ai eu des profs extraordinaires, dont certains, je me souviens encore très, très bien. Je me souviens même de leurs explications scientifiques, des fois sur des sujets hyper compliqués, Fait sur des sujets comme les opsonines, qui peuvent paraître très complexes. wow, Mais, ouais, j'aurais besoin de l'explication de ce prof. mais je me souviens, mon prof d'émato qui a dit, mais les opsonines, c'est un peu comme la cerise sur Sunday. C'est ce qui va rendre une molécule attractive. Donc, Ah, tu vois, ça fait, j'étais à l'UQTR en 94, ça fait un certain temps, et tu vois, je m'en souviens toujours. Et en fait, ces profs m'ont donné d'une part le goût à la science, et puis aussi m'ont mis le pied à l'étrier de la vulgarisation scientifique, qui est aussi ce euh, que je fais aujourd'hui. Et, j'en garde des super souvenirs. Et puis bon, un autre souvenir, mais je pense que pour tous ceux qui sont passés à l'UQTR dans ces années-là, c'est l'UTREC oh, oui. qui était mais tellement fun et qui a contribué, moi, à ma vie étudiante sur le campus. Donc, je garde super souvenir de finir des cours à 10 heures le soir et puis après, ben, on partait avec Aller. les autres étudiants, voir des fois les profs avec nous aussi. Et ça a créé aussi cette proximité qui était vraiment le fun, où je Ouais. savais ben, que je pouvais aller poser des questions, échanger, discuter. Donc, ouais, je garde des très, très bons souvenirs de mon passage UQTR. Et Ouais, toi? ouais, ben, comme tu dis, là, l'accès aux profs, là, tu le disais justement, on les voit même après les cours et tout ça. Moi, c'est vraiment ça aussi qui m'a le plus marqué à l'UQTR. Et puis, des profs tellement brillants. Je Mm. me rappelle moi aussi là, de mes professeurs vraiment beaucoup, et de ce qu'ils m'ont enseigné également, et des théories que j'applique encore aujourd'hui. Puis, c'est ça que j'aime, puis que peut-être qu'il y a quelque chose que j'applique. Euh, Beaucoup quand même, comparativement peut-être à d'autres collègues, là, c'est que j'aime ça penser à des théories, à des concepts, puis comment on va appliquer ça en pratique au travail. Puis ça, c'est vraiment, là, c'est l'UQTR qui m'a transmis cette pensée critique-là, de savoir penser à des gros problèmes ou des théories, et puis de rendre ça un peu plus simple pour tout le monde. Donc, moi, là, vraiment, je garde d'excellents souvenirs de l'UQTR et des profs. Malheureusement, l'UTREC, c'était un petit peu juste avant que je commence. La chasse galerie, ouais, eux
autres, là. Mais l'Utrecht, j'ai entendu beaucoup d'histoires, là, de ma grande sœur et de visites. Donc, je pense que ça, c'était une grosse affaire. Il devrait avoir un encore aujourd'hui. Claudia, ça m'a fait super plaisir de te rencontrer. En tout cas, Moi bravo aussi. pour ton parcours. Et puis, écoute, je te souhaite bon vent pour l'avenir. Je pense que tu as encore une brillante carrière devant toi. Et puis, je te suivrai avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup, Annie. Merci à toi. Tu m'as inspiré tout le long de cette rencontre-là. Ça m'a fait tellement plaisir de te rencontrer. Puis, Londres et la France, c'est pas loin, hein? Donc, peut-être qu'un jour, ici, on pourra se rencontrer en personne. Ça m'a fait Ou à grand plaisir. Trois-Rivières. Ah oui, c'est vrai? Pourquoi pas? Merci à notre duo d'invités Claudia Caron et Annie Black pour cet épisode du balado Au-delà du diplôme. Pour proposer des sujets ou des invités pour nos prochains épisodes, écrivez-nous à l'adresse diplôme@uqtr.ca. Et pour toute information sur l'Université du Québec à Trois-Rivières, consultez notre site web au www.uqtr.ca. À très bientôt pour un prochain épisode d'Au-delà du diplôme.